Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Monde TV officiel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie fascinante de Paul Kagame, une figure centrale dans l'histoire récente du Rwanda. Kagame est non seulement un leader politique, mais aussi une personnalité complexe dont l'influence dépasse les frontières de son pays. Aujourd'hui, nous allons explorer le parcours fascinant de Paul Kagame, un homme qui a défendu son pays en tant que chef rebelle contre le génocide, puis a œuvré à la reconstruction économique en tant que président. Il est incontestablement l'un des leaders africains les plus respectés de notre époque. Après le génocide, Kagame a réussi à unifier le pays et à éliminer efficacement les divisions ethniques qui prévalaient auparavant. Grâce à ses réformes audacieuses, il a également réussi à sortir des millions de Rwandais de la pauvreté. Aujourd'hui, le Rwanda est reconnu non seulement pour sa sécurité, mais aussi comme l'un des meilleurs endroits au monde pour faire des affaires. De chef rebelle à président de la République du Rwanda, voici l'incroyable parcours de Paul Kagame. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. C'est parti! Les parents de Paul Kagame fuient le Rwanda vers l'Ouganda voisin en 1969 en raison des tensions ethniques dans le pays. À cette époque, Paul n'avait même pas 5 ans. Cette violence ethnique a été exacerbée par le gouvernement belge avant l'indépendance du Rwanda, alors que la Belgique avait colonisé le Rwanda. Paul a grandi dans un camp de réfugiés rwandais en Ouganda et a fréquenté le même lycée que l'actuel président ougandais, Yoweri Museveni, mais a été expulsé après une bagarre. Kagame a déclaré que ses luttes étaient influencées par son chagrin suite à la mort de son père. Après avoir étudié à l'université Makerere, il a rejoint l'armée de résistance nationale, NRA, ougandaise et s'est battu pour renverser le président ougandais de l'époque, Milton Obote. Le mouvement de résistance armée a culminé avec l'accession au pouvoir de Yoweri Museveni en tant que président en 1986. Monsieur Kagame est devenu chef du renseignement sous la direction de Monsieur Museveni, connu pour son intégrité et son absence de corruption. À la fin des années 1980, Kagame et d'autres commandants militaires rwandais ont formé le Front patriotique rwandais, FPR, en vue d'une invasion de leur pays. À l'époque, plus d'1 million de Rwandais faisaient partie de la diaspora fuyant la violence dans leur pays en tant que réfugiés au Burundi, en Tanzanie et en Ouganda. Alors que M. Kagame se trouvait aux États-Unis, au collège de commandement et d'état-major de l'armée au Kansas, le FPR a tenté d'envahir le Rwanda, mais a été repoussé par l'armée rwandaise, déclenchant une guerre civile de 3 ans au Rwanda. En 1993, des pourparlers entre le FPR et le gouvernement rwandais ont eu lieu à Arusha, aboutissant à un accord de partage du pouvoir. Le gouvernement a promis d'inclure le FPR dans les futures administrations. En 1994, le Rwanda a fait face à sa période la plus sombre. L'assassinat du président Habyarimana a déclenché une série d'événements menant à l'un des génocides les plus dévastateurs de l'histoire moderne. Le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana a été abattu à Kigali, déclenchant le génocide. Malgré la crise qui s'aggravait, l'intervention internationale était rare. Paul Kagame, chef du FPR, est intervenu pour mettre fin à l'effusion de sang. En l'espace de 100 jours, des milliers de Rwandais ont été cruellement tués. Les forces de Kagame ont progressivement pris le contrôle, aboutissant à la capture de Kigali le 4 juillet 1994. L'ONU et les casques bleus belges se sont retirés tôt dans le conflit après la mort de soldats belges. Pendant ce temps, la France, proche du gouvernement de Habyarimana, a envoyé une force spéciale pour évacuer ses citoyens. Cependant, la création par la France d'une zone de sécurité a été critiquée pour ne pas avoir arrêté les massacres à l'intérieur. Kagame accusera plus tard la France de soutenir les organisateurs du génocide, une accusation vigoureusement niée par le gouvernement français. Depuis 1994, les relations entre le Rwanda et la France sont restées tendues, se réchauffant seulement récemment avec la visite du président Macron à Kigali en 2021. Macron a reconnu que la France, bien qu'elle n'ait pas été complice du génocide, avait commis des erreurs de jugement aux conséquences tragiques. Après la prise de Kigali par Kagame, ce dernier avait désormais la lourde responsabilité d'instaurer la stabilité dans un pays dévasté. Les rues de Kigali et une grande partie du pays étaient littéralement jonchées de cadavres, et les tensions restaient vives. Beaucoup de membres des milices armées responsables des massacres ont fui vers le Zaïre, aujourd'hui la RDC, estimée à environ 2 millions de Rwandais. D'autres réfugiés, ayant quitté le pays avant le génocide pour la Tanzanie et l'Ouganda, sont retournés au Rwanda. Survivants, auteurs et rapatriés ont dû trouver un moyen de coexister et de former un gouvernement. Le FPR s'est transformé en une force politique,
formant un gouvernement d'unité nationale incluant toutes les factions non extrémistes à la présidence, au Parlement et au cabinet. Kagame est devenu ministre de la Défense et vice-président, assumant le rôle de commandant en chef des forces armées et contrôlant l'État, étant considéré dès lors comme le leader de facto, plus puissant que le président Pasteur Biazimongo. En 2003, le Rwanda a organisé ses premières élections depuis le génocide, et Kagame a été élu 6e président du pays. Depuis lors, il a transformé le Rwanda en un modèle de croissance et de développement en Afrique, devenant l'un des dirigeants les plus respectés du continent. Le PIB du Rwanda a enregistré une croissance moyenne de 6%, faisant du pays l'un des plus dynamiques du continent en termes de croissance économique. Sous le leadership de Kagame, le PIB a plus que doublé, marquant une progression significative. Ce n'est qu'après la pandémie que le pays a fait face à sa première récession. Une partie de cette croissance est attribuée à l'aide étrangère qui a afflué après le génocide, les pays occidentaux se sentant coupables de ne pas avoir agi pendant cette période tragique. Kagame mérite des éloges pour avoir utilisé cette aide de manière judicieuse au bénéfice de son peuple, contrairement à d'autres dirigeants africains corrompus qui l'ont détourné à des fins personnelles et pour enrichir leur entourage. Le pourcentage de l'aide étrangère par rapport au PIB est passé d'environ 100% en 1994 à environ 40%. Le gouvernement se concentre désormais sur les investissements étrangers plutôt que sur l'aide occidentale, que Kagame considère comme un pansement temporaire plutôt qu'une solution à long terme. Il plaide pour des solutions africaines aux problèmes africains et a salué l'approche commerciale de la Chine vis-à-vis des pays africains, contrairement à l'aide occidentale qui ne renforce pas les capacités commerciales des nations bénéficiaires. Récemment, le gouvernement a mis l'accent sur les exportations de café, de thé, le développement des infrastructures et le tourisme de luxe pour stimuler la croissance économique. L'agriculture reste la principale activité économique du pays, transformée sous le gouvernement de Kagame pour soutenir les exportations vers les pays voisins tels que le Congo et le Burundi, passant d'un secteur de subsistance à un secteur plus productif. La croissance du PIB a permis au gouvernement de renforcer les programmes de protection sociale visant à éradiquer la pauvreté et à améliorer le niveau de vie dans le pays. L'administration rwandaise a considérablement augmenté les fonds alloués à l'éducation, les portant à près de 24% des dépenses publiques, avec un taux de scolarisation primaire atteignant près de 90%. Le Rwanda affiche l'un des taux d'alphabétisation les plus élevés d'Afrique. Le gouvernement espère capitaliser sur cette population éduquée pour faire évoluer l'économie d'une agriculture dominante vers une économie axée sur les services, la communication, la technologie et l'entrepreneuriat. Kagame a exprimé son intention de faire du Rwanda le centre technologique de l'Afrique, s'inspirant de la rapide croissance économique de Singapour depuis les années 1980. Un autre domaine prioritaire pour le gouvernement est la santé, jusqu'à 9% du PIB est consacré aux soins de santé, entraînant une réduction significative des taux de mortalité infantile et maternelle grâce à des politiques favorisant les accouchements dans les établissements de santé. Le Rwanda a établi les objectifs Vision 2020 et Vision 2050 pour guider son développement économique. Vision 2020 visait notamment à multiplier le PIB par 5, transformer le secteur agricole, augmenter le revenu par habitant à $900 et positionner le pays comme un centre technologique en Afrique. Bien que tous les objectifs n'aient pas été atteints en 2020, le pays est sur la bonne voie pour les réaliser à l'avenir. Kagame insiste sur son objectif ultime de faire du Rwanda un pays à revenu intermédiaire pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers. Le Rwanda a également réformé ses lois sur les affaires, et en 2011, un rapport de la Banque mondiale a salué le pays comme le lieu le plus propice aux affaires en Afrique de l'Est et le 4e en Afrique. En 2017, le Rwanda s'est classé au 29e rang mondial pour la facilité de faire des affaires, étant le seul pays à faible revenu dans le top 30. Dans une région marquée par l'inefficacité institutionnelle et la corruption, le Rwanda se distingue comme un lieu attractif pour les investissements et les affaires grâce à sa croissance économique. Le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté est tombé à 39%, et depuis 2005, le gouvernement s'engage à réduire les inégalités et la pauvreté, surtout dans les zones rurales. Depuis son élection en 2003, Kagame a maintenu la stabilité politique dans un pays se remettant d'un conflit, un exploit significatif bien que marqué par une répression de la dissidence et de l'opposition politique. Il est maintenant perçu comme un dirigeant autoritaire mais bienveillant, favorisant la croissance économique tout en restreignant la liberté d'expression. La question se pose alors, est-il préférable pour un dirigeant d'offrir un contrat social basé sur la stabilité et la croissance économique en échange du respect des droits de l'homme, ou de s'engager dans la voie de la démocratie tout en luttant pour atteindre des niveaux similaires de développement économique ? La plupart des habitants d'Afrique estiment que les progrès remarquables et l'amélioration du niveau de vie justifient les compromis sur les droits de l'homme,
surtout dans une région confrontée au sous-développement. Partagez votre opinion sur le leadership de Paul Kagame dans la section des commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.